Des producteurs de pétrole africains, Madame la Chairwoman du CABEF, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, représentants des organisations participantes au CABEF 2023. Bienvenue à ce panel, à ce premier panel du CABEF 2023. Notre programme sera le suivant. Nous aurons un panel ministériel sur le thème « Capitaliser les opportunités d'investissement dans les infrastructures énergétiques de l'Afrique centrale et assurer la sécurité énergétique dans la sous-région à travers un financement en partenariat public-privé ». Je vous prie d'accueillir la modératrice de ce panel, Madame Marie-Angèle Touré, fondatrice de MAT, journaliste, présentatrice télé. Bonjour, bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous? Bien, je le constate. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie, parce que c'est au cœur de nos discussions aujourd'hui, entre ce matin, la cérémonie de ce matin, et celle de cet après-midi. Honorable, Excellence. Alors, on est là pour parler d'énergie, vous le savez. Et ce matin, je me disais qu'on ne se rend pas toujours compte des opportunités qu'on a et du privilège qu'on a d'évoluer là où nous évoluons au quotidien. Ce matin, avant de participer à cet événement, je suis sûre que certains se sont levés, ont regardé la télévision, ont chauffé de l'eau dans une bouilloire, ont allumé la lumière, ont pris l'ascenseur pour ceux qui sont logés dans ce magnifique édifice, le Radisson. Puis tout ça paraissait très très normal aux personnes qui ont pu le faire. Mais en réalité, ça, c'est une exception. On est en Afrique centrale, on a plus de 100 millions de personnes en Afrique centrale qui rêvent de pouvoir allumer la lumière le matin, de pouvoir avoir l'électricité à la maison. Et ces personnes-là sont démunies pour la plupart. Et nous, aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Celle, parce que nous sommes décideurs, parce que nous sommes acteurs du secteur de l'énergie, on a une responsabilité, celle d'essayer de trouver des solutions. Pas d'essayer de trouver des solutions, la responsabilité de trouver des solutions pour permettre à nos pairs d'avoir accès à l'énergie. On va en discuter plus en profondeur. On va voir aujourd'hui quelles facilités nous avons. On va aussi partager les expériences parce que ce qui a fonctionné pour X peut ne pas fonctionner pour Y, ou parfois on a tendance à penser qu'on a une idée lumineuse alors qu'en réalité ça a déjà été expérimenté ailleurs. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir en discuter, de pouvoir trouver des solutions. Et effectivement, comme le disait mon collègue, nous avons 3 éminentes personnalités avec lesquelles nous allons pouvoir en parler. Ravi de partager ce panel avec vous. Et honneur aux dames, bien sûr. Madame la ministre, je me tourne vers vous. Parce qu'avant de commencer, j'aimerais bien que vous nous donniez vos premières impressions. Vous avez participé à ce forum aujourd'hui, depuis ce matin. Vous avez vu les différentes interventions. Et il serait intéressant déjà, pour établir les cartes, de savoir ce que vous attendez de ce forum, parce que vous avez aussi des attentes, ce que vous en espérez, et puis ce que vous attendez des autres personnes qui sont présentes ici sur ce panel, et puis dans cette salle, et puis qui étaient là ce matin. Entendez? Bien, bonsoir. Bonsoir et merci de me donner la parole en commençant par mes impressions. Mes impressions, elles sont très positives. Elles ne sont pas positives pour être positives. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans un cadre de concertation, de partage et de discussion avec, au centre de nos préoccupations, la question de l'énergie. Et j'ai pu constater depuis ce matin un intérêt très responsable pour la question de l'énergie. J'ai aussi eu le plaisir d'entendre les recommandations du secrétaire général de l'APO lors de son intervention. C'est dire, et qui a relevé en fait beaucoup d'aspects, tant dans nos considérations politiques que dans nos perspectives passées, actuelles et futures. Et les différents intervenants, de par l'angle avec lequel ils ont appréhendé la question, ont permis en fait aux uns et aux autres, parce que chacun arrive bien sûr sûrement avec une perspective
dotés de certaines œillères, parce qu'on a tout un chacun des objectifs précis. Mais au sortir de cette cérémonie d'ouverture, je pense que nous avons tous ouvert plus ou moins les perspectives avec lesquelles nous sommes arrivés au CABEF, et peut-être que nous réfléchirons pendant ces 2 jours d'une manière différente, et je suis sûre que nous partirons enrichis de ce forum, en dehors bien sûr des résultats qui sont bien sûr dans notre feuille de route. En dehors de ça, je pense que chacun repartira avec un plus sur la question, sur les défis de l'énergie et sur la question du développement énergétique. Donc je suis impatiente de voir la suite des travaux et de voir surtout les résultats et comment on va les capitaliser à l'issue de cette 3e édition. Je vous remercie. Madame Belobé, Madame Ministre disait que chacun repartira avec un plus aujourd'hui. Avec quel plus espérez-vous repartir? Et au-delà de ça, quel type d'interaction espérez-vous avoir durant tout ce forum? Et qu'est-ce que vous en attendez? Merci beaucoup. Personnellement, mes attentes sont très bonnes. Je suis très optimiste sur les résultats. Hormis la question d'information, de sensibilisation et des connaissances au niveau des participants et bien sûr à notre niveau nous-mêmes ici au forum, moi je crois que cette 3e forum du CABEF est le forum de consolidation, est le forum d'action dans lequel nous devons passer déjà au développement d'une stratégie de la mise en place du projet énergétique qui nous réunissent ici. Il faut être pragmatique. Aucun des éléments qui ont été présentés aujourd'hui sur la situation énergétique dans notre pays ne nous échappe à aucun de nous. Les politiques sont informés, le secteur économique en est informé. C'est parfois la population qui n'en sait pas beaucoup parce qu'il n'a pas les statistiques, mais nous avons les statistiques et nous sommes dans l'obligation d'agir. Et mes expectatives après ici, c'est une campagne de sensibilisation à très haut niveau, plus agressif. Ce sont des démarches auprès des investisseurs pour voir comment nous pouvons passer à la phase suivante. Certainement, CABEF continuera avec les forums qui doivent accompagner l'implémentation du projet. Merci. Je vous remercie. Accompagner l'implémentation du projet. Docteur Farouk, c'est également votre ambition, c'est également votre souhait. On n'est pas à la première édition du CABEF. Est-ce que vous avez le sentiment général que les choses en la matière progressent, qu'on avance peu à peu? Et qu'est-ce que vous attendez? Je voudrais en parler en français, mais mon anglais, je ne peux pas. Ah, vous préférez peut-être une autre langue, l'anglais? Ok, on va s'adapter, il n'y a pas de problème. So, my question was, what are you expecting from a forum like this one? It's not the first edition, but still, you do have expectations. What are they for this year, for example, 2023, 2024, regarding the energy matter? Our expectation is that having come to the 3rd edition of the CABEF, which is essentially focused on the Central Africa pipeline system, we should be able by now to have mobilized the right target populations
to enable us kickstart at least the feasibility study of this project. And by target populations, I mean the political leadership of our member countries, the business community, investors, and even the general public. I believe that if we are able to complete this by the fourth CABEF, we would have achieved a lot. And this is our objective, to make sure that between now and 2024, when we have the next CABEF, we would have been able to mobilize the necessary support in the various sectors so that the financing for the study, and more importantly, the financing for the actual project will take off. Thank you very much. On a un invité supplémentaire qui nous a rejoint en cours de route, Monsieur Mbogo Ngabo Seli. Vous êtes commissaire en charge du département du marché commun de la CEMAC. Soyez le bienvenu. Alors, ce que nous évoquions avec les autres membres de ce panel, c'était en premier lieu, effectivement, les impressions au sortir de cette cérémonie d'ouverture. Il y a eu des discours, il y a eu des mots forts. Donc l'idée serait de savoir ce que vous attendez de ce forum dans un premier temps. Ensuite, on reviendra sur la suite. Bonsoir madame, bonsoir madame le ministre, je m'excuse pour le retard. Déjà, je dois dire que c'est un véritable honneur et un vrai plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui ici, au nom donc de la commission de la CEMAC, au nom du président de la commission qui m'a spécialement mandaté, mais surtout en mes qualités donc de commissaire en charge du département du marché commun à la commission de la CEMAC. Il faut dire que la CEMAC a un intérêt certain de se retrouver ici, parce que déjà, au-delà donc de, je dirais, l'enrichissement personnel que nous pouvons avoir depuis ce matin et également, je pense, jusqu'à demain, à travers les différentes communications, les différents exposés qui sont présentés par les spécialistes de cette question énergétique qui sont ici réunis, nous pensons que la Commission a un intérêt clair et très certain également donc, à suivre ces discussions-là, et notamment celles qui ont trait au projet CAPS, parce que cela participe de la vision d'intégration économique qui est également l'une de nos vocations essentielles. Comme vous le savez, nous visons donc à faire assurer 4 libertés essentielles dans notre espace commun CEMAC: la libre circulation des biens, la libre circulation des personnes, la libre circulation des capitaux et la libre circulation des services. Et donc, dans le cadre de l'édification du marché commun au sein donc, de notre communauté, plus réduite que la CEAC, parce que nous ne regroupons que 6 pays, il y a également donc un programme économique régional et il y a de nombreuses initiatives qui sont prises pour mutualiser certains efforts que font les États, et notamment dans le domaine énergétique aussi. Et donc, l'intérêt de la Commission, pour me résumer, il est clair que nous sommes heureux d'y participer et donc de pouvoir nous enrichir au contact des différents panélistes, mais également pour nous permettre d'améliorer peut-être nos différentes stratégies d'intervention donc au niveau de la communauté. Merci. Madame la ministre, je reviens vers vous. On parle d'accès à l'énergie, notamment. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les principaux défis que vous rencontrez dans cette dynamique d'accès à l'énergie, que ce soit au Tchad et de façon plus globale, vous avez certainement un avis ou une opinion à donner sur l'état des lieux en Afrique centrale. Merci. Je parlerai d'abord du cas du Tchad, mais je pense que ce que nous vivons au Tchad, nous le partageons, puisque nous avons vu tout à l'heure que nous avons quand même 130 millions de personnes en Afrique centrale qui ont des difficultés d'accès à l'énergie. Donc, c'est dire que nous partageons sûrement les mêmes problématiques. Les défis majeurs, c'est la qualité d'abord, c'est la qualité et la disponibilité des infrastructures énergétiques.
Nous avons des populations qui sont de plus en plus, qui sont en constante augmentation. Donc, ça s'accompagne de besoins qui sont croissants. Et lorsque les infrastructures dont nous disposons sont déjà vétustes ou qu'elles ne correspondent plus à la donne actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la question en plus de la transition énergétique, non seulement nous devons disposer d'infrastructures énergétiques qui soient à même de répondre aux besoins, mais qui soient à même de répondre aux contraintes environnementales, géostratégiques et autres. Donc, l'un des principaux défis à relever, c'est la question de la disponibilité des infrastructures. Et qui dit disponibilité des infrastructures, dit aussi financement et donc investissement. Développer le secteur énergétique de la manière dont il est proposé aujourd'hui à travers ce forum et le projet du CAPS, c'est un angle de vue qui peut permettre de concilier de nombreux paramètres, puisque dans cet angle de vue, on se retrouve avec la dimension du partenariat public-privé et on se retrouve aussi avec un angle qui va de la coopération entre les États. Le développement durable, c'est aussi celui qui prend en compte cette capacité de travailler ou du moins de réfléchir avec une synergie agissante. Nous sommes une sous-région liée par de nombreux facteurs. Et donc aujourd'hui, ce sont tous ces facteurs, que ce soit les richesses dont nous disposons, que ce soit les dynamismes de nos secteurs privés, que ce soit les partenaires qui connaissent nos contraintes qui sont communes d'ailleurs, ce sont autant de facteurs qui nous amènent aujourd'hui à saisir l'opportunité de cette solidarité dans la cause et de pouvoir travailler ensemble, à pouvoir ensemble donc mutualiser nos ressources pour disposer d'infrastructures qui soient performantes, qui puissent donc permettre de porter tous les secteurs de nos économies et donc qui nous amener vers un développement assez harmonieux de la sous-région. Donc le défi majeur, effectivement, il commence d'abord par être matériel, puisque les ressources, nous en disposons, nous avons des hydrocarbures, nous avons des énergies renouvelables. Donc la question aujourd'hui est d'avoir la possibilité de transformer ce qui pourrait être des contraintes en avantages à travers, bien sûr, une actualisation de nos environnements, que ce soit réglementaire, que ce soit des modes de financement, que ce soit aussi nos capacités, bien sûr, à partager les données pour justement faire de tout cela des potentialités en termes de développement et pour relever le défi de l'accès à l'électricité. Je vous remercie, Madame Belobé. Je me tourne vers vous parce qu'effectivement, il y a plusieurs points que Madame la Ministre a évoqués qui semblent importants de relever. D'abord, la capacité pour les pays de la sous-région à travailler ensemble. Est-ce une réalité? Est-ce un mythe, cette mutualisation des forces? Ensuite, la capacité de pouvoir trouver les financements, où les trouver, comment les trouver. Et puis ensuite, on voit que ça peut être réalisable. Zambie, Zimbabwe, projet CAPS, ça fonctionne. Donc ça pourrait fonctionner entre pays de l'Afrique centrale. Pourquoi on n'y est pas encore, à votre avis, à l'étape où nous sommes? Madame Belobé, pour Madame Belobé. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on n'y était pas encore? Je pense qu'il fallait les projets. Il fallait les projets. Et c'est pour cela que nous sommes autour du projet CAPS, parce que ce ne sont pas les États qui vont créer les projets. Il faut une initiative privée. Les États ne sont pas des entrepreneurs. Les États doivent et facilitent aux entrepreneurs, même si ce sont les entreprises, les corporatives dans les États. Donc, les fonctions sont clairement distinguées. La politique accompagne
l'activité. La politique motive, la politique facilite, la politique a des parts dans l'activité, mais les porteurs sont les entreprises. Et je pense que ça, c'est d'abord ce qu'il faut très bien spécifier. Après, il faut savoir quels sont les mécanismes. Comment est-ce qu'une idée d'un projet si fabuleuse comme celle-ci, comment elle peut devenir réelle? Il y a des procédures, il y a des mécanismes, il y a la collaboration avec de différents types des institutions, des différents niveaux des institutions. Il faut pouvoir branler aussi cette étape. Ici, le CABEF a choisi cette forum pour présenter le projet, pour sensibiliser, pour aller vers la politique, dire vous avez un besoin, nous avons la réponse. Et je pense et je suis certain qu'au niveau de notre région, nous avons des institutions qui ont la capacité de porter ces projets de façon fédérative, faire asseoir les États, faire asseoir les institutions, les corporations et les accompagner. En effet, je crois pour moi que le plus gros défi, c'est l'investissement. Il faut trouver l'investissement au sein de notre continent, au sein de notre région. Et c'est là où il faut que nos financiers puissent vraiment mettre en place des instruments de financement innovateurs, car il s'agit-il de beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Mbombo. On parlait d'instruments de financement qui seraient novateurs, qui seraient différents, qui permettraient justement aux pays africains d'Afrique centrale de pouvoir avoir accès au financement et donc à l'investissement dans le secteur de l'énergie. Est-ce que vous avez une idée du type de financement qu'on pourrait évoquer, souhaiter et qui pourrait fonctionner? Est-ce que la mobilisation du financement dans la sous-région pour financer ça est possible? Est-ce qu'il faut étendre au continent africain? Est-ce qu'il faut aller au-delà des frontières du continent africain? Quelle est votre position sur ces différentes questions? Vaste sujet. Je disais tout à l'heure au Premier ministre et à Madame la ministre de l'Hydraulique du Tchad qu'il faudrait qu'au Tchad, nous arrivions à imposer une redevance sur la poussière de Bodélé. Sur la poussière de Bodélé. La Bodélé, c'est une région qui est située au nord du Tchad. Et la spécificité, c'est que la poussière qui vient donc de Bodélé contribue à l'équilibre de l'écosystème mondial, y compris jusqu'en Amazonie. Ça peut être une réponse. Je pense d'ailleurs qu'au niveau du Tchad, nous devrions peut-être capitaliser là-dessus. Mais, cela dit, de manière un peu plus sérieuse, je crois qu'en termes de ressources, il est important déjà de pouvoir réduire un peu aussi toutes les dépenses que nous faisons, tous les montants qui vont vers le reste du monde, parce que tout simplement, notre sous-région n'est pas suffisamment développée encore. Madame Loum me corrigeait tout à l'heure. Il y a quelques années, dans une autre vie, j'étais ministre des Finances ici au Tchad, et nous avions constaté que pour tous les pays de la CEMAC, les importations les plus importantes représentaient les importations des produits en hydrocarbures. Alors que dans notre sous-région, qui compte 6 pays, vous avez 5 pays qui sont producteurs de pétrole. La RCA en est peut-être aussi un, mais il n'est pas encore entré en exploitation.
À l'époque, je parle de 2016, je pense que nous avions 4 raffineries qui fonctionnaient à cette époque. Madame Loum m'a corrigé. Aujourd'hui, il n'y a que le Tchad qui visiblement a une raffinerie qui fonctionne. Donc vous voyez tous ces flux d'argent qui vont pour acheter des produits pétroliers raffinés qui sont réimportés, c'est beaucoup d'argent dont on pourrait se servir déjà au niveau de notre sous-région pour pouvoir développer des projets intégrateurs à notre niveau. La question des ressources est importante parce qu'on constate que les États qui sont confrontés à de nombreuses difficultés, qui sortent de périodes difficiles, on a eu la crise de 2014-2015, on a eu le Covid, maintenant on a la guerre entre la Russie et l'Ukraine dont les effets sont très forts sur nos économies, nous obligent justement à pouvoir trouver donc des moyens de financement innovants. Et c'est pour cela que peut-être la question des PPP doit être envisagée de manière plus soutenue, voir donc comment pouvoir mutualiser aussi les efforts pour que, en levant peut-être aussi un peu l'épargne publique dans nos différents pays, je pense qu'il y a peut-être un potentiel qui demande à être capitalisé. Les financiers sont là, ils pourront nous aider peut-être à mieux les structurer. Ça permettra déjà donc de pouvoir commencer quelque chose. Merci. Thank you. Dr. Farouk, in your opinion, what are nowadays the best ways to finance energy sector infrastructure in Central Africa? Let me say this. When we talk of financing the energy sector in Africa, we fail to understand that there has been a global paradigm shift away from fossil fuel use to renewables. We have come to accept that. In so doing, that paradigm shift has thrown up some challenges to Africa, the one you're talking about. But in looking for solution to that new challenge, we have tended to go back to the same old solutions that we have been using from time immemorial. Typically, when you talk today about raising funds for the oil and gas industry, our experts tell us that you need to create a more enabling environment for foreign investors to come, perhaps reduce your taxes, perhaps even abolish royalty, and so many other things. And the more you do that, they believe, the more you make the environment attractive for foreign direct investment. Personally, I don't believe that the salvation for Africa lies in continuous reliance or dependence on foreign financing. Africa has the resources. What we need to do is to prioritize our expenditure. And I'll give you a very good example. Ladies and gentlemen, in 2003, oil prices globally were between $23 and $28. If oil price goes beyond $28, OPEC will increase production by 500,000 barrels a day. If it goes below $22 per barrel, they will withdraw production by 500,000 barrels a day. And they did this for a long time, which meant that we were satisfied as oil producers with that amount, between 22 and 28. Between 2003 and 2008, oil prices jumped from $22 to nearly $150 per barrel. During that same period, every African country that was producing oil was producing more than, in 2008, they were producing more than what they were producing in 2002, 2003, which means that their revenue had more than quadrupled, in fact, 5 times or even 6 times.
Yet, we all knew that our economies depended heavily on oil and gas. What did we do with that extra revenue that we got? Why didn't we invest it in the oil and gas industry so that we can master it? Instead, we sat down calling international oil companies to come and provide the funds, to come and provide the technology, to come and take the market. This tells you that it's a question of prioritizing our expenditure. The second example I'll give you, madam. In 2020, COVID struck us the world over. On 27th April 2020, the world was saying, come and take a barrel of oil and we will give you $37 to go and find somewhere to dump it. By August, when our countries were planning their 2021 budget, there was not a single country that expected oil price to bounce to even $45. Yet, by September 2021, oil price had gone beyond $80. So, seriously speaking, if you look at Africa, we produce about 7 million barrels. If you look at the difference between what we budget and what we get, it's such a huge amount of money. And all we're saying that if truly you believe that the mainstay of your economy is oil and gas, I would have thought that we will concentrate on that. Let me stop lamentation. What are we doing in Apple to deal with this? We realize that currently no one single African country has the money needed to establish the energy infrastructure that will connect our countries together, that will make us master the industry, that will make us produce this oil and gas for our own people. So we have come together as Apple, partnered with Afrexim Bank to establish the Africa Energy Bank. Between May last year and last September, that's 2 months ago, we were negotiating until we completed the negotiations. And just last week in Cotonou, our ministerial council approved the recommendation on the establishment of the bank, the establishment treaty, the charter of the bank, and the host country agreement. And they also approved that we should work to ensure that by the 30th of June next year, that bank should take off. We are looking at about $5 billion to start with. That's impressive. Alors, Madame la Ministre, effectivement, Dr Habrouk a évoqué certains points très intéressants d'ailleurs, sur le fait que quelque part, on a un peu récolté ce qu'on a semé. Quand on a tiré les bénéfices des ventes liées au pétrole il y a quelques années, on ne les a pas réinvestis nécessairement dans ce secteur-là pour le développer. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on est en train de chercher des alternatives. Et parmi les alternatives, donc, effectivement, on retrouve les partenariats publics-privés qui étaient évoqués un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple, à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui est fait au Tchad, par exemple, pour encourager les partenariats publics-privés? Comment séduire, en quelque sorte, le secteur privé qui, parfois, a quelques craintes, quelques doutes, quelques interrogations? Merci. Le mode de partenariat public-privé n'est dans l'absolu pas une nouveauté au Tchad. Il y a quelques années, nous allions au PND et les textes réglementant ce mode de partenariat avaient donc été finalisés. Et sur cette base-là, il y a des entreprises qui se sont créées, beaucoup plus dans d'autres secteurs, très peu dans le secteur énergétique. Donc, au niveau du Tchad, ce n'est pas une nouveauté. Certes, ce qu'il faudrait déjà, effectivement, ce serait déjà beaucoup plus communiquer sur cette possibilité qui est offerte
au secteur privé de s'investir dans un domaine où effectivement l'investissement est très lourd. Mais il faut aussi rendre le cadre réglementaire, comme je le disais, beaucoup mieux connu, mais aussi plus souple et attrayant pour le secteur privé. Donc, il faut aujourd'hui déjà une meilleure concertation avec le secteur privé pour connaître les attentes les uns et des autres et bien sûr avec les partenaires, les institutions financières pour arriver à un point où ce mode partenarial en fait peut être promu avec moins d'appréhension. C'est vrai que le secteur privé aussi, la plupart du temps, a de fortes craintes vis-à-vis du public, puisque ce qui se passe, c'est qu'on remarque qu'il arrive que le secteur public ne respecte pas les dispositions des conventions, ou alors qu'il y a souvent une instabilité dans les textes. Ça évolue, effectivement. Et donc, ça impacte ces conventions qui ont été signées antérieurement d'une manière ou d'une autre. Et donc là, en fait, ça revient vraiment à la question réglementaire. Elle est très, très importante. La faiblesse du secteur privé aussi, ça peut être sa capacité à lever les financements. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller dans une concertation, même pas tripartite, mais multipartite, de manière à regarder, en fait, tout ce qui aujourd'hui constitue un frein à l'éclosion de ce mode partenarial, qui est une très bonne solution en soi et qui permet, justement, comme on le disait, l'État n'est pas un entrepreneur. Donc, permet de garantir la pérennité, la performance, la viabilité de ce type d'infrastructure dont nous avons besoin dans le secteur des énergies. Et donc, il y a à faire de manière concertée. Et je crois que le cadre du CABEF est bien indiqué pour cela, et tout autant que les jalons posés dans le cadre de la mise en place du CAPS, avec déjà les États, mais aussi l'aspect financier qui aujourd'hui va vers la création d'une banque qui est orientée à ce projet. Donc, ce sont effectivement autant de premières dispositions qui sont prises et qui regardent de près justement la préoccupation qui serait d'éviter d'avoir des facteurs bloquants, mais il y a encore du chemin à faire justement parce que il y a le soutien politique, l'engagement politique. Donc le partenariat public-privé n'est vraiment pas une nouveauté au Tchad, mais il le mérite effectivement d'être mieux connu, que son cadre d'exercice soit mieux connu du public, afin vraiment d'en faire un levier de développement. Je vous remercie. Madame Belobé, Madame la ministre évoquait le fait que oui, effectivement, il faudrait peut-être communiquer un peu plus autour des partenariats publics-privés. Elle est revenue également sur ce qui pourrait freiner le secteur privé, tout ce qui est lié au secteur, aux questions réglementaires notamment. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont on pourrait rassurer le secteur privé pour qu'il s'implique davantage dans ce type de partenariat, par exemple? Et aussi, j'aimerais avoir votre avis sur la création de la banque qui a été évoquée, qui est axée, focalisée sur notamment l'énergie. Est-ce que ça pourrait apporter un plus dans la démarche actuelle? Avant de passer à la CAC, j'étais ministre de l'économie dans mon pays, en République de Guinée équatoriale, pendant une période où on avait beaucoup d'argent et j'avais l'impression qu'on pouvait beaucoup faire. Une population très petite, avec beaucoup d'argent, un chef d'État avec un amour incroyable pour son pays, très innovateur. Et je me suis rendu compte très tôt qu'il y avait beaucoup d'éléments qui freinaient. Et Madame le ministre l'a dit, il y a le cadre légal. Il y a le cadre légal qui doit être mis en place pour accompagner ces investissements. La plupart de nos États africains
ne sont pas ou bien n'apprécient pas la question de s'inscrire et d'adhérer à des conventions de protection d'investissement. Or, ces conventions sont très importantes pour les investisseurs parce qu'ils leur donnent une garantie de leurs investissements. Il y a un certain nombre d'éléments. Il y a la question de la sécurité juridique même de l'investissement. Il y a la question du climat d'investissement dont la sécurité juridique fait partie. Donc, nous sommes, nous, au niveau des REX, des économies, des organisations économiques régionales, nous sommes très sensibles à ces questions. Au niveau, là je parle pour la CEAC, au niveau de notre département des marchés communs, nous avons commencé d'abord pour faire des études sur le cadre, l'environnement pour le business. Parce que nous croyons qu'il faut vraiment amener à un cadre sain. Il faut que nous ayons dans nos États un cadre sain, parce que nos États demeurent quand même la base, demeurent l'espace physique et matériel de l'activité économique, surtout des activités telles que l'énergie, qui ne sont pas faites dans un espace virtuel. Une autre chose, ce sont les activités qui sont faites dans un espace virtuel qui peuvent se réaliser aussi dans le monde virtuel, mais qui ont quand même aussi besoin d'un cadre réglementaire. Donc, il faut une vigilance, il faut créer des standards. Il faut créer des standards. Et nous sommes en train de travailler sur la création des standards parce que nous avons comme mandat l'harmonisation des politiques. Et à travers nos départements, nous travaillons pour établir les mêmes standards au niveau de tous nos pays. C'est un travail de réflexion qui doit être fait d'abord avant de la passer à l'implémentation, qu'elle soit adoptée par les États. Évidemment, sans ce cadre de promotion, voire même, et il faut dire une chose qui est très importante, dans nos États, les entreprises nationales peinent à fonctionner, à s'établir, parce qu'ils n'ont pas de gros moyens pour s'investir, pour investir. Donc, on n'arrive pas à donner, à créer l'espace pour les entreprises nationales. Or, on voit dans tous les partis du monde, aux États-Unis, on a dit America First, partout on dit qu'il faut privilégier les nationaux. Après, privilégier les régionaux. C'est après que the West comes. Donc, il faut que... Et ce ne sont pas des mesures discriminatoires. Ce sont des mesures conservatoires. Et il nous faut ces mesures. Donc, il ne faut pas que ni les acteurs politiques, ni les États qui doivent créer l'espace pour l'activité économique, qui ne se sentent pas mal parce qu'on puisse leur dire qu'ils commettent comment on dit, ils sont excluants. Ils ne le sont pas. Donc, ce sont les mesures que nous devons prendre en compte pour que nos corporations puissent avoir une bonne santé. L'initiative, donc la CAC a aussi notamment créé une haute commissariat régionale pour les affaires, qui a son siège à Malabo, et que du fait de la situation financière de l'institution, n'a pas encore commencé à travailler.
mais c'est un instrument qui a pour but vraiment de fédérer les entreprises de la région et de les accompagner et de créer vraiment un dialogue régional entre les États avec les institutions régionales et pour voir comment nous pouvons motiver, soutenir nos entreprises. Je dis toujours, l'argent est très important. Sans argent, vous ne pouvez rien faire. Donc aujourd'hui, il y a des bonnes initiatives, mais qui manquent au financement, ne peuvent pas être implémentées. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'était que comment dirais-je, que la conséquence logique dans la réflexion du projet CABEF, de se dire, si nous sommes en train de vouloir créer un marché régional d'énergie, il faut aussi créer l'instrument d'accompagnement financier. Et je pense que tout à l'heure, vous parliez de 100 et quelque chose de millions de populations. Donc, si on voit l'espace CAC qui est 11 pays, c'est plus de 200 millions de populations. Et je pense que nous avons aujourd'hui une population qui est jeune, une population qui est très sensible aux questions de financement. Je pense que nous avons la capacité de faire un fundraising au niveau de notre population. Ah bon? Oui. Dans mon parcours, j'étais aussi députée. Et j'ai mis en place un projet d'épargne des femmes rurales. Et j'étais choquée de voir que les femmes rurales avaient la capacité d'épargner 60 000 francs CFA par mois. Je ne dis pas de générer, d'épargner. Ça veut dire, après leurs dépenses, ils avaient cette capacité. Bien sûr, ce n'est pas la même chose dans tout pays, mais je pense qu'avec la conscience de plus en plus développée des finances qui est dans notre population, je pense que nous avons une capacité, nous pouvons trouver des instruments pour lever des fonds auprès de nos populations et d'autres instruments aussi innovateurs. Et cela fera que tout le monde puisse participer dans ces projets. Et il sera responsable. Je pense qu'à partir de là aussi, nous allons responsabiliser les acteurs. Les responsabiliser, mais permettez-moi juste de rebondir parce que c'est une initiative qui est intéressante. Mais je me dis, quand on parle de femmes en zone rurale, par exemple, parfois ce sont des femmes qui n'ont même pas confiance dans une banque, donc pour aller déposer l'argent à la banque pour elles-mêmes. Donc leur demander d'investir, leur demander de contribuer, il faudrait les éduquer, il faudrait les convaincre qu'elles auraient un retour éventuellement sur investissement. Comment on imagine ça? Parce que c'est vrai qu'on parle de pédagogie, il y a toute une éducation économique à faire. Il faut toujours un accompagnement. Il faut toujours un accompagnement. Et dans nos États, il a fallu une période longue de sensibilisation pour la bancarisation des comptes, voire même les comptes des civil servants, des fonctionnaires. C'était déjà important. Il faut toujours des mesures d'accompagnement. Mais c'est pour le bien. Par contre, le fait que les personnes préfèrent maintenir leur argent à la maison, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas conscients de l'épargne. Ils sont très conscients de l'épargne, Monsieur le ministre. Ils sont très conscients de l'épargne. La question, c'est effectivement la confiance dans les institutions. Et c'est à cela qu'il faut les amener. Merci à vous, Monsieur Mbogo. Alors, c'est vrai qu'on veut atteindre la sécurité, notamment énergétique. On veut développer les infrastructures en Afrique énergétique, en Afrique centrale. Mais on a évoqué plusieurs points. Par exemple, le cadre légal, les conventions,
la sécurité juridique, qui peuvent freiner. Alors, les observateurs vont dire que les acteurs politiques, quand ils viennent et qu'on a du surplus, par exemple, dans les comptes de l'État, n'investissent pas dans le secteur énergétique. Les acteurs de l'État ou ceux qui sont en charge répondent effectivement que parfois, en réalité, ce qu'on veut mettre en place, on n'arrive pas à le faire parce que le cadre n'est pas approprié, parce que ça prend du temps de changer les lois, parce que... Donc on a l'impression qu'on est un peu en train de tourner en rond et que, en réalité, tout le monde veut aller dans la même direction, mais qu'il y a un certain nombre de lourdeurs, parfois administratives et même au-delà, qui freinent cette volonté commune de se développer. Quelles sont les options que les membres, par exemple, que l'Afrique centrale a pour sortir de cette dynamique? Si vous me permettez de revenir un peu brièvement sur la question des États qui, selon vous, n'ont pas suffisamment investi leurs revenus pétroliers. Je crois qu'il faut déjà dire que pour la plupart de nos États, je parle en particulier du Tchad que je connais bien, sont sortis parfois de longues périodes de crise ou de guerre. Et que lorsqu'il a fallu commencer à exploiter le pétrole, il était important donc de devoir investir dans certains secteurs prioritaires. Un grand nombre de réalisations ont été faites dans ce domaine-là. Et vous êtes d'accord avec moi que quand les besoins sont immenses, l'idée est donc d'épargner pour pouvoir investir sur des projets plus longs ou plus matures, parfois ne se fait pas sentir. Je pense que dans le cas de la Guinée équatoriale, qui est un pays pétrolier aussi comme nous, la logique a été la même à un moment donné. Il a fallu investir beaucoup d'argent dans le développement du pays pour pouvoir compenser le développement qui ne s'est jamais fait. Le gros risque pour le secteur privé, c'est que souvent le secteur privé se retrouve un peu perverti par toute cette manne pétrolière ou cette manne financière qui tombe. On le voit un peu ici au niveau du Tchad. Peut-être que c'est... Un petit problème technique. Oui, Voilà. donc je le disais, Est-ce que c'est un problème général? Non, moi, mon micro fonctionne. Voilà. apparemment, il y a des choses que je ne dois pas dire. Ah, visiblement. Hein. Mais vous allez le dire quand même. Non, je disais qu'on le voit au niveau du Tchad. Le secteur privé a été un peu perverti, à mon sens, à un moment donné, à cause justement de cette manne financière. Parce que beaucoup d'opérateurs privés pensent se reconvertir plutôt vers la commande publique, plutôt que de chercher à investir dans des secteurs qui seraient plus productifs ou à diversifier l'économie. C'est plus facile de gagner de l'argent avec l'État dans des marchés publics que d'investir dans la création d'une unité industrielle ou d'une PME qui va créer de la valeur, qui va créer de la richesse. Je crois que le problème se pose à ce niveau-là. Pour en revenir à la question des textes que vous évoquez, et notamment en ce qui concerne les PPP, je crois qu'il y a nécessité donc d'une harmonisation des textes. Aujourd'hui, au niveau de la CEMAC, 5 pays sur les 6 disposent déjà des lois relatives au partenariat public-privé, à l'exception, je crois, de la Guinée équatoriale. J'espère ne pas me tromper. Au niveau de la commission de la CEMAC, la réflexion a déjà été engagée pour pouvoir élaborer une stratégie régionale des PPP qui va essayer donc de fédérer un peu déjà toutes ces lois nationales et aboutir donc à une réglementation communautaire qui pourra faciliter la mise en œuvre de certains projets comme le projet CAPS. Pour ce qui est du projet CAPS en particulier, moi je me réjouis de cette initiative parce que au niveau de l'Afrique centrale, très souvent l'impulsion est plutôt politique. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas du secteur privé, mais elle vient plutôt, on va dire, d'en haut. J'aime prendre l'exemple de Askai, j'aime prendre l'exemple de EcoBank, qui sont des initiatives purement privées à la base, mais qui ont juste eu le soutien politique des États concernés, le Togo en particulier, de certaines institutions communautaires au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, que ce soit Askai ou que ce soit EcoBank, ce sont véritablement des institutions dont les Africains peuvent être fiers. Je me réjouis de ce que le projet CAPS participe un peu de ce même élan. Aujourd'hui, c'est une initiative, je pense, qui est plus ou moins portée par le secteur privé, mais il va falloir que les politiques épousent cette idée-là et leur donnent
lui donnent leur onction. Parce que je pars d'un principe simple, pour revenir au domaine aérien, c'est un exemple qui malheureusement doit nous édifier. RCMAC. Pourquoi RCMAC n'a jamais réussi à décoller? Mais tout simplement parce que quand vous confiez aux politiques la gestion d'un projet comme celui-là, c'est des chamailleries qui ne finissent jamais sur des aspects qui n'ont rien à voir avec le business en lui-même. Moi, je veux le poste de directeur général, moi, je veux le siège, moi, je veux le hub. J'espère que la véritable réflexion qui va être menée dans le cadre de ce projet CAPS, c'est qu'on puisse laisser les opérateurs privés, le secteur privé ou les démembrements de l'État qui s'en occupent, pouvoir eux-mêmes travailler à le faire, mais qu'ils puissent bénéficier du soutien politique et du soutien surtout des institutions communautaires comme les nôtres pour que cela puisse se faire. Mais vous pensez que c'est réellement possible? Mais il va falloir que cela se fasse. Je me réjouis du fait que le secteur de l'énergie et le secteur du pétrole en particulier, c'est un secteur qui est très bien organisé, contrairement à d'autres secteurs. Le secteur aérien aussi aurait pu, si on lui avait laissé la main, mieux s'organiser parce que ce sont des secteurs qui disposent donc des règles assez contraignantes et qui normalement peuvent s'en sortir tant qu'il n'y a pas d'immixtion politique dans le business et dans le fonctionnement de ces institutions-là. En tout cas, c'est mon vœu. Au niveau de la CEMAC, donc, nous allons travailler à ce que déjà notre réglementation communautaire sur les PPP puisse aboutir, parce qu'au-delà du projet CAPS dans lequel nous nous insérons volontiers, il y a également beaucoup de sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a constaté que les ressources manquent. Nos communautés, que ce soit la CEMAC, que ce soit la CEAC, fonctionnent à l'aide de ce que nous appelons donc des taxes communautaires d'intégration, qui sont recouvrées à travers donc les trésors nationaux. Bon, le niveau de ces taxes n'est pas très élevé, mais pour les recouvrer, c'est très difficile. Et le niveau de recouvrement ne permet pas réellement de réaliser des projets d'envergure comme celui-là. Ce matin, j'ai cru entendre 1000 milliards de dollars ou de CFA, je ne sais plus, pour le projet CAPS. Ce n'est pas la taxe communautaire d'intégration qui va pouvoir le lever. Il va falloir bien trouver cet argent quelque part. Mais ça rejoint aussi ce que disait la vice-présidente tout à l'heure. Il y a la question de la confiance vis-à-vis des États, la question du risque politique, la question du climat des affaires. Ce sont autant de paramètres qu'il est important de prendre en compte pour pouvoir aboutir à un heureux aboutissement dans le cadre de ce projet-là. Je vous remercie. Alors nous arrivons bientôt au terme de ce panel, mais je voudrais quand même qu'on laisse la parole à nos différents intervenants pour qu'ils puissent s'adresser à vous, pour qu'ils puissent s'adresser aux personnes qui nous regardent aussi. Puis le forum continue, donc il y aura encore d'autres panels, d'autres discussions, donc ça peut être matière à réflexion pour les autres discussions. Donc je vais vous passer la parole à chacun d'entre vous, donc chacun aura l'occasion de pouvoir dire quelques mots. Et puis si le temps nous le permet, je sais qu'il y a des personnes qui étaient très intéressées dans cette salle, dans cette audience, et qui auraient peut-être quelques questions à poser. On n'a pas beaucoup de temps, hein, mais quelques questions à poser à nos panélistes. Donc, si le temps nous le permet, on vous passera le micro dans la salle et on vous permettra de poser quelques questions. Mais pour l'instant, notre dernier tour de table, qui commence par vous, Dr. Abrook, you have the floor to say a few words to our audience regarding the team. Subject. I just want to say that CAPS project is not just a social project, it's a business. And whoever wants to invest for profit in the future will definitely find investing in CAPS a worthwhile investment for two reasons. All the authorities in the world, from IEA to OPEC, have told us that global energy demand will rise and rise and rise for the next so many decades. But none of them has told us that renewable energies will be, the expectation of renewable energies will be met. What this means is that in the next so many years, when we have done this, believe me, if you invest 1 million, you'll be able to take 10 million out of it. So it's an investment that you can't afford not to be part of. Thank you.
Thank you very much. Vous avez entendu, Dr Abrouk, si vous avez à investir dans un secteur, c'est celui-ci, et vous êtes assuré d'un retour très très positif. Donc n'hésitez pas à y penser et puis pourquoi pas à le mettre en place. Madame Belobé, alors j'ai eu l'impression tout à l'heure que vous aviez quelques mots à rajouter avant de conclure, donc je vous invite à le faire à présent. Oui, c'était surtout concernant la question de cadre d'investissement. Je voulais dire que pourquoi aujourd'hui CAPS est possible? Parce que dans la plupart des pays de l'Afrique centrale, nous savons comme élément commun les secteurs du hydrocarbure, les secteurs de mines. Et il y a déjà une longue pratique dans ce secteur. Il y a déjà le cadre juridique qui existe dans ce secteur. Ça veut dire que les bases réellement qui rendent possible cette activité existent déjà. Donc, ce n'est pas un secteur qui est hors norme. I want to emphasize that. Et c'est la raison pour laquelle je crois que cela existe. À travers la collaboration avec la Banque mondiale, la Commission économique pour l'Afrique, il y a des travaux d'élaboration des codes pétrolières, des codes minières, ainsi de suite. Tellement beaucoup de règlements qui ont été produits et qui équipent cette activité et leur donnent le cadre pour l'implémentation. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Merci. Donc, ma parole de la fin, nous devons soutenir CAPS. Comme je le disais tantôt, CAPS, ce n'est pas seulement business. Le CAPS est un projet qui va nous donner plus de sécurité énergétique. La sécurité énergétique est un composant très important pour la sécurité réelle. Beaucoup de guerres qui sont menées, beaucoup de conflits, sont des conflits qui ont pour base ou élément sous-jacent la question de problématique de l'énergie. Et aujourd'hui, quand je parle de guerre, je ne parle pas seulement des guerres de conflits armés, des guerres d'idéologie, des guerres de vérité qui sont prônées. Donc, la sécurité énergétique est pour l'Afrique centrale un élément de stabilisation, un élément je disais tantôt, de souveraineté et un élément de développement économique qui, accompagné de politiques responsables, devient un instrument puissant de développement de nos populations. Et ça, c'est l'objectif de nos organisations régionales économiques. Et ça, c'est l'objectif aussi de nos États, qui sont des États membres de ces CR. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Mbogo, c'est votre tour. C'est à votre tour d'adresser quelques mots à notre audience pour conclure cette session. Bien, avec le risque peut-être de me répéter, je crois qu'au niveau de la commission de la CEMAC, au-delà donc de l'exercice de ces 4 libertés dont je parlais tout à l'heure, libre circulation des biens, libre circulation des personnes, libre circulation des services, libre circulation des capitaux, nous sommes préoccupés justement par la nécessité pour tout l'espace communautaire. C'est un espace qui regroupe à peu près 60 millions de personnes sur les 6 pays, sur un territoire qui n'est pas très grand, à peine 3 millions de kilomètres carrés, dont le Tchad à lui seul fait le tiers. Donc nous souhaitons
qu'à travers un projet comme celui dont nous parlons énormément depuis tout à l'heure, pouvoir justement créer les conditions pour un développement économique des différents États, pour contribuer à la production de la richesse, permettre le développement de micro, de petites entreprises, permettre d'avoir un meilleur niveau d'éducation, permettre d'avoir des infrastructures de santé et sanitaires, permettre d'avoir de l'eau, parce que là aussi c'est un réel problème. Et je crois qu'avec l'énergie, cela peut aussi aider dans certaines régions, en tout cas, à pouvoir disposer de ces ressources-là. Donc, au niveau de la commission de la CEMAC, puisque c'est en son nom que je m'exprime particulièrement, nous sommes très attentifs à tous les échanges qui auront lieu ici pour voir dans quelle mesure, avec la CEAC, nous embarquerons sur le train. Merci. Merci à vous. Et enfin, Madame la Ministre, je vous en prie, veuillez conclure en quelque sorte cette session. Merci. Je pense que le tour de table qu'on a fait, les questions qu'on a évoquées ici, nous recentrent bien sur le point fort de cette troisième édition du CABEF et ont contribué un tant soit peu, ou grandement d'ailleurs déjà, à décrypter ce dont nous parlons, ce dont nous faisons la promotion. Il s'agit du CAPS. Comme l'a dit le secrétaire général de l'APO, c'est vraiment un business, le CAPS. C'est vraiment un investissement qui est porteur pour l'ensemble des pays de la sous-région. Mon collègue, M. Mbogo, vient de soulever tous les points qui sont touchés par un meilleur accès à l'électricité et au gaz. Donc, comme je le disais ce matin aussi, ce n'est pas seulement une question de confort, d'être à même de satisfaire les besoins des populations, mais il est question ici d'aller vers la disponibilité des moyens pour atteindre la diversification économique, atteindre le développement durable, améliorer la coopération entre les pays et exporter notre savoir-faire en termes de coopération. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui sont derrière ce CAPS et j'espère que les échanges qui se feront jusqu'à la fin viendront conforter le plaidoyer, viendront conforter aussi le soutien politique dont a besoin le projet et permettra de fédérer toutes les énergies pour que nous accélérions la conclusion des négociations et la signature du cadre commun dont nous avons besoin pour aller plus avant. Donc je nous encourage tous à creuser la question de l'intérêt que chaque pays de la zone a et l'intérêt commun que nous avons justement à aller vers ces modes de coopération, ces modes de partenariat. Je crois que nous avons suffisamment de personnalités politiques, scientifiques, économiques du secteur qui sont aussi en marge du secteur, qui sont ici rassemblés pour qu'on puisse vraiment finir de faire la lumière sur le CAPS, que l'édition du Tchad soit vraiment une étape capitale pour aller vers des étapes qui nous permettront de finaliser. Nous disions ce matin que 2030, ce n'est pas si loin. Par contre, je n'ai pas les 1000 milliards puisque nous avons quand même quelques petites étapes cruciales qui nous attendent sur ce projet. Nous devons pouvoir financer les études de faisabilité avant d'aller plus avant et de finaliser la question des partenaires de l'investissement même autour de ce projet. Donc toutes ces étapes qui nous restent demandent à ce que nous réfléchissions vite, stratégiquement, bien, ensemble, pour y parvenir de la meilleure des manières, sachant que les générations futures de la sous-région et bien sûr les pays aussi des autres pays de l'Afrique hors zone nous regardent et d'autres ont des expériences à partager avec nous et nous sommes ensemble là pour en parler. Nous représenterons sûrement aussi une success story à terme avec ce projet et surtout c'est l'intérêt. C'est l'intérêt que nous susciterons sur le plan mondial. Cet intérêt, cet enjeu économique dans le secteur de l'énergie n'est pas à négliger. Donc je nous invite à discuter avec beaucoup de responsabilité sur ces points, mais à ne pas limiter nos ambitions à la matière parce que ce sont des ambitions qui sont porteuses, structurées, mais réelles aussi. Merci. Merci à vous.
Effectivement, moi je comptais conclure, mais c'est vrai qu'effectivement là, je pense que tout a été dit, tout a été résumé par les personnes qui nous ont fait le privilège de participer à ce panel. Alors, ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'on retient, qu'on souhaite avoir un secteur privé plus fort, hein, dans le cadre des PPP notamment. Mais ce secteur privé, on a compris qu'il souhaite aussi être rassuré parfois. Donc c'est aussi le rôle des États de le faire. On sait qu'il faut qu'on trouve des financements, de préférence africains, donc on s'y attelle. D'ailleurs, il y a des appels qui ont été lancés ici aujourd'hui, et on a découvert aussi qu'il y avait une banque qui avait été créée, qui était mise en place d'ici l'année prochaine, qui pourra justement nous aider dans cette dynamique. Et puis enfin, qu'il fallait croire au CAPS, qu'il fallait croire en cette collaboration africaine, parce qu'effectivement, il est plus simple pour nous, il est mieux pour nous d'avancer main dans la main, donc c'est ce qu'on fait. Et merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions, de partager vos expériences avec nous aujourd'hui. Ça a été très instructif et j'espère que la suite des échanges, des discussions sera également. Merci à vous, on va applaudir encore une fois ce panel, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et on va vous demander de vous lever afin de faire une photo de famille. Moment. Merci à vous. Allez, on les applaudit encore une dernière fois. Voilà. Sans plus tarder, nous allons passer à la suite de notre programme, le deuxième panel de cette deuxième journée du Forum des affaires et des énergies d'Afrique centrale. Nous allons passer à notre second panel. Je vais inviter le modérateur de ce panel à me rejoindre. Il s'agit de M. Serge Esso, fondateur et PDG de Glencore Advisory. Monsieur Serge Esso, je vais l'inviter à me rejoindre sur scène, ainsi que ses panélistes. Il s'agit notamment de M. Hassan Cherif Djakouré, le directeur des projets d'électrification rurale, M. Ramadan R. Debou, directeur général de la SNE Tchad, ainsi que M. Mading